Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, rentrée des enseignants dans une ambiance bon enfant avant l'arrivée des enfants jeudi 5 octobre. Reportage à suivre au lycée Blaise Diagne et Kennedy. Déguerpissement des mécaniciens de l'ancienne piste, situation très tendue entre gendarmes et les artisans qui refusent de rejoindre le site proposé par l'État du Sénégal. Reportage à suivre. La commission de contrôle des parrainages aura fort à faire après la récupération des fiches de collecte des parrainages. Le rôle de cette nouvelle commission sera déterminant. On vous explique tout dans cette édition. Et puis, Octobre Rose, mois de sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Nous irons à la découverte de Fatou Fall en rémission. Elle raconte son rêve de ne plus voir des personnes mourir du cancer. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Bonsoir à tous. Ils ont précédé les élèves dans les établissements scolaires ce matin. Les enseignants ont repris le chemin de l'école avant l'arrivée des enfants jeudi prochain. L'ambiance était bon enfant entre instituteurs. Illustration au lycée Blaise Diagne et Kennedy. Cher Diop. Nous sommes à la salle des profs au lycée Blaise Diagne. Il souffle ici une ère de rentrée des classes. Les enseignants sont heureux de leur retrouvailles entre collègues après des mois de vacances. Évidemment, comme vous pouvez le constater, vraiment aujourd'hui c'est des retrouvailles entre collègues. Après avoir fait 2 mois de vacances auprès de nos familles, aujourd'hui vraiment c'est un compte. Je suis très content de retrouver mes collègues et de reprendre service parce que aussi on a la nostalgie de nos élèves. Voilà, donc là, quand on parle d'enseignant, c'est élève aussi, c'est l'interaction entre l'élève et l'enseignant. Donc c'est eux qui nous font vivre. Donc aujourd'hui, après avoir fait 2 mois à la maison, on est content de nous retrouver, mais aussi de retrouver les classes. Autre lycée, autre ambiance. Au lycée des jeunes filles de Kennedy. Pas de temps à perdre. Professeurs et administratifs ont tenu une assemblée générale pour faire le point. Je suis très enthousiaste, ça fait beaucoup de plaisir de revenir encore en tant que soldat de la CRE pour dispenser du savoir à nos enfants pour le futur du Sénégal. Toutefois, d'un établissement à un autre, même constat. L'hivernage a laissé des traces. Et la première des priorités est de rendre les lieux accueillants. Et ça commence par le désherbage. Effectivement, le censeur nous a déjà donné nos emplois de temps. Donc voici le mien. Et il reste juste le désherbage qu'on va faire peut-être durant cette semaine. Je pense que l'intendant est déjà sur place. Il a déjà commencé les travaux à l'intérieur de l'école. Donc il reste juste le 5 octobre, le jeudi, où on doit démarrer les cours, Inch'Allah. Ce jeudi-là, le 5, nous allons commencer effectivement les cours comme nous le faisons toujours. Bien avant le concept Ubitei Diangitei à Kennedy, nous avons toujours démarré les cours le premier jour. Nos salles de classe seront prêtes. Nous avons l'avantage d'avoir des salles en hauteur. Le désherbage a commencé aujourd'hui parce que le lycée était très très humide. Nous avons l'avantage d'avoir un partenariat avec l'administration pénitentiaire et je sais qu'ils travaillent vite et bien. La ville de Dakar aussi devrait commencer aujourd'hui le désherbage et aussi l'évacuation des eaux. Donc nos salles de classe seront nettoyées, désinfectées, prêts. Nos enseignants sont prêts. Si les professeurs sont déjà prêts, les élèves les rejoindront à partir du jeudi à 5 octobre avec comme viatique pour tous une année scolaire sans trouble. Fini les vacances donc pour tout le monde à partir de jeudi prochain à Matam. Des enseignants manquent à l'appel. Plus de 500 postes sont à pourvoir. Un déficit causé par des départs massifs. Les parents d'élèves se disent inquiets de cette situation. Voyons tout cela avec Ali Bandelian et Lachli. Une année scolaire toute particulière qui démarre dans la région de Matam. En cette journée de rentrée, la région enregistre un gap de 564 enseignants. 364 partis cette année, en plus des 200 qui manquaient déjà. Comme vous le savez, l'académie de Matam est une zone de départ. Et chaque année, effectivement, nous avons un nombre assez important d'enseignants qui quittent à travers le mouvement qui est un mouvement régulier, démocratique.
et qui nous met dans une situation véritablement de connaître un démarrage un peu lent et un démarrage aussi difficile parce qu'il y a un nombre assez important d'enseignants à combler. Nous avons un nombre de 364 départs, dont, si vous regardez un peu plus préscolaire, nous avons un départ, l'élémentaire 260 qui sont partis. C'est là où on a véritablement plus de départs et de problèmes. Pour le moyen secondaire, nous avons aussi 94 professeurs qui sont partis. La formation professionnelle et technique, nous avons 8, les corps de contrôle 1. Tous ces éléments ne sont pas remplacés et doivent être remplacés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministère le sait. Une situation déplorable qui suscite aujourd'hui une grande préoccupation des parents. Communément appelée zone de départ, les acteurs de l'école de Matam appellent le chef de l'État à promouvoir le recrutement d'enseignants originaires de la région. Les 500 manquants aussi, ça nous fait tellement mal parce que à Matam, c'est une région dont tu sais, les enseignants viennent ici se préparer et retourner chez eux. Donc, nous, les parents d'élèves, on est inquiétés de nos enfants parce que l'essentiel, c'est d'étudier nos enfants, de recruter d'énormes enseignants, oui, des fils de Matam. Il faut qu'on nous recrute nos fils parce que c'est eux qui vont rester ici à Matam. Sinon, s'ils amènent d'autres personnes, ils vont venir se faire préparer et retourner chez eux. En plus de ce déficit criard d'enseignants dans tous les cycles scolaires, il y a également que les maires tardent à mobiliser les ressources nécessaires permettant le désherbage et la désinfection des écoles. Et malgré les efforts consentis jusque-là, 264 salles de classe sont encore dans des abris provisoires. Merci Ali et à Kaolack. Ce sont les inondations qui risquent de plomber cette rentrée des classes. Plusieurs établissements sont concernés par le phénomène. Voyons tout cela avec Ousmane Dem et Tierno Diallo. L'étude est le sentiment le mieux partagé à quelques jours de la rentrée des classes. Parents d'élèves comme enseignants font face à de nombreuses problématiques. Donc là, il faudrait que l'État puisse, en synergie avec le monde enseignant et totalement le syndicat des enseignants, puisse prendre ensemble la responsabilité et travailler en synergie pour que ces problèmes-là puissent vraiment éradiquer totalement au niveau des établissements publics. Certains établissements scolaires présentent un décor catastrophique à cause des inondations. Puisque même le centre-ville, souvent, est inondé, il y a des difficultés donc, pour que les personnes se déplacent correctement. Donc, ça, pensons maintenant au niveau des écoles primaires. L'État devait avoir des structures de logistique, surtout des techniciens de surface qui vont leur permettre, au moment des rentrées scolaires, de permettre à chaque école de s'autogérer, surtout par rapport aux inondations ou bien aux herbes sauvages. L'autre motif d'inquiétude concerne les frais de scolarité jugés trop chers. L'État doit pouvoir, avec la réduction des frais de scolarité, instituer au moins Des établissements sous l'emprise des eaux de pluie, le phénomène inquiète beaucoup le secrétaire général du SAEMS, El Hadj Malik Youm, doute de l'efficacité des 18 mesures annoncées par le Premier ministre pour une bonne rentrée. Le voici avec Chérif Dia. Ils sont tous à leur poste, naturellement, malgré les nombreuses difficultés maintenant que nous avons pu enregistrer ça et là. Des difficultés qui portent naturellement déjà sur l'environnement scolaire où nous avons noté que beaucoup d'écoles sont encore sous les eaux. Il s'y ajoute maintenant aussi des conditions extrêmement difficiles dans ce qu'on appelle les abris provisoires et également des conditions très difficiles liées déjà à la reprise des enseignements et apprentissages dans certaines localités où des collègues sont encore dans les prisons, ou également nous avons noté qu'il y a des difficultés liées maintenant au respect des accords que nous avons signés avec l'État du Sénégal. Donc tout cela constitue un lot extrêmement complexe qui ne participera pas au bon déroulement de la rentrée 2023-2024 et raison pour laquelle nous déplorons le déroulement de ce conseil interministériel du 22. Nous avons également pris connaissance des 18 mesures, mais comme on l'a dit, ce sont 18 mesures qui ont été prises à l'occasion de ce conseil interministériel, mais qui ne nous paraissent pas du tout pertinentes et qui ne nous paraissent pas non plus adaptées à la situation. D'autant plus que, à y voir de plus près, ce sont 18 mesures
qui sont comparables et similaires à celles qui ont été prises lors de la rentrée précédente. Et nous pensions que les priorités sont aujourd'hui ailleurs telles que déjà la prise en charge de la question du déficit d'enseignants, qui est un déficit criard, estimé à plus de 35 000 dans tout le système et qui devrait être résorbé dans les meilleurs délais, mais également trouver des solutions immédiates par rapport à la situation des abris provisoires. L'actualité, c'est aussi le lancement d'Octobre Rose, le mois d'octobre, vous le savez, consacré à la sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Rappelons-le, le diagnostic précoce de la maladie permet de la freiner, mais aussi de sauver des vies. Fatou Fall est aujourd'hui en rémission. Son rêve, ne plus voir des personnes mourir du cancer. Nos équipes l'ont rencontré. Reportage Thioro Mardiaye. Les larmes aux yeux, Fatou Fall raconte les moments difficiles qu'elle a vécus avec la maladie, le cancer, ce tueur silencieux. J'ai souffert avec cette maladie. Je ne pensais même pas que j'allais m'en sortir. Un jour, alors que j'avais tellement mal, j'ai rêvé de Serigne Babacar, Serigne Mansour. Et aussitôt, je me suis levée pour aller prier, puis reprendre mon chapelet. Et automatiquement, c'est comme si j'avais vraiment plus de douleur. La présence d'une boule dans le sein l'alerte. J'avais le cancer du sein. C'est en 2020 que j'ai senti pour la première fois une boule au niveau du sein. Malheureusement, quand j'ai fait le premier diagnostic, on me parlait de kyste. La confirmation de ses doutes par des analyses médicales, le choc de sa vie. C'est lors de mon deuxième diagnostic en Mauritanie qu'on m'a fait part de la mauvaise nouvelle. Malheureusement, on me l'a annoncé de manière tellement brusque que je pensais que ma vie allait y rester. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Entre chimiothérapie, biopsie, ablation mammaire, aujourd'hui, Fatou a retrouvé le sourire après 3 ans de traitement. Parce que opération. Après les séances de chimiothérapie, j'ai fait l'opération et aujourd'hui, grâce à Dieu, tout se passe bien. J'ai finalement continué mon traitement à Dalal Jamm grâce à Cheikh Fallou, un médecin qui m'a beaucoup aidé et qui m'avait demandé de quitter le privé, étant donné que la maladie était très coûteuse et que j'avais plus d'argent pour continuer mon traitement. Aujourd'hui, présidente d'une association, elle souhaite plus voir un malade mourir de cancer. La solution dite contre le cancer, c'est l'association. Parce que nous avons une solution pour dire les maladies qui souffrir. Nous avons aussi de faire. Notre association veut avoir toutes les solutions pour lutter contre le cancer. Et vraiment, on aimerait que tous les malades puissent être pris en charge et qu'ils puissent guérir du cancer. 3 mois, 1 année, 2 ans, 6 mois, 5 ans, Malgré les efforts consentis par les autorités pour soulager les malades, le cancer continue d'être aussi coûteux au Sénégal. Merci Thioro, et rappelons-le une fois de plus, l'autopalpation est le premier maillon du dépistage qui peut permettre de consulter de manière rapide un professionnel de la santé. Dans l'actualité également, suite à leur refus de quitter les lieux, les artisans mécaniciens établis au niveau de l'ancienne piste à Dakar ont reçu la visite des gendarmes ce matin. Situation tendue jusqu'en milieu de journée. Suivons Babacar Bambagnan, deuxième vice-président des artisans, très en colère. On est des éducateurs, on est des formateurs. On a réussi, en tant que professionnels de l'automobile, de redresser la quasi-totalité des jeunes qui ont été perdus, que l'école n'a pas pu gérer, que les universités n'ont pas pu donner des issues. Nous les avons récupérés et éduqués et les transformer des personnes dignes et faire de
des personnes de qualité et des personnes de ressources. Aujourd'hui, l'État, je peux dire, nous a mis au chaos. On est en train de saigner. On est en train vraiment de subir des répressions anormales. L'ancienne piste, aujourd'hui, ne devrait pas être l'objet de déguerpissement pour abriter autre chose. L'ancienne piste devrait être la maison de l'automobile de Dakar. Parce que c'est ça qu'on nous avait promu en 2004. L'État nous avait logé là-bas depuis 2004 et c'est nous qui avons valorisé ce site. Et nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des Sénégalais comme eux. Pourquoi prendre un terre dans les mains des jeunes Sénégalais pour l'octroyer à une autre personne ou bien utiliser à d'autres fins? Dans l'actualité politique, la ribambelle de candidats à la candidature à la présidentielle de 2024 après la récupération des fiches de collecte des parrainages. Le rôle de la commission de contrôle des parrainages sera déterminant, affirment certains candidats. Commission qui sera logée, vous le savez, au niveau du Conseil constitutionnel. Que faut-il comprendre? Pape Faragnic. Après le retrait des fichiers de parrainage à la Direction générale des élections, la DGE a convoqué les plénipotentiaires des candidats pour bien expliquer les innovations apportées. Actuellement, nous sommes à plus de 160 candidats déclarés. Le premier élément, c'est que chaque candidat a maintenant un numéro qui le suit dès la prise des fiches jusqu'au contentieux. C'est ce même numéro que vous allez garder sur toutes les étapes procédurales de l'élection proprement dite. Deuxièmement, la circonscription n'est plus en colonne. Maintenant, il y a une circonscription communale qui intègre la région. La mise en place d'une commission de contrôle au niveau du Conseil constitutionnel. Ça, véritablement, il faut le saluer. Ça permet à tous les candidats de donner les moyens de connaître les détails, les spécifications qui leur permettent de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont bloqués ou pas et avoir les moyens de pouvoir les rectifier à temps. Un changement majeur qui va compliquer le parrainage avec le collecte par commune. C'est que si on est 100 candidats au niveau du Conseil constitutionnel et qu'on procède à un tirage, toi tu vas hériter des doublons du premier, si tu es 5e, tu vas hériter des doublons du premier, du deuxième jusqu'au doublon du 99e. Cela veut dire que quasiment tu ne pourras pas être candidat si tu optes pour le parrainage citoyen. Donc normalement, on aurait dû laisser toutes les communes de la région de Dakar donc se regrouper autour d'une région pour faciliter le travail sur le terrain. Pour éviter certaines erreurs et les cas de doublons, les mandataires recommandent le partage du fichier avec leurs techniciens. Il y a une partie qui nous échappe, c'est la partie informatique parce qu'on nous a remis une clé USB, on nous demande de ne pas la toucher, de ne pas la modifier. Et comme nous avons chaque candidat certainement un informaticien, en tout cas un technicien de ce domaine-là, j'ai suggéré à la Direction générale des élections qu'on offre une séance de formation à ces informaticiens qui sont chargés de faire la saisie. Je pense qu'il faudra, dans l'avenir, vraiment que la Direction générale des élections réfléchisse sur cet état de fait, c'est-à-dire en informatisant le parrainage. Après des heures de conclave, les agents de la DGE et les plénipotentiaires ont pu échanger sur les aspects importants et les modifications sur le système de parrainage pour permettre aux candidats d'être au même niveau d'information. Le devoir avant les droits, c'est le titre du livre de l'ex-ministre Alioune Sarr, lui-même candidat à la candidature à la présidentielle de 2024. L'homme veut réconcilier, dit-il, les Sénégalais en s'appuyant sur les valeurs. Le voici avec Pape Faragnic. C'est de manière très claire ma vision d'un Sénégal rassemblé, d'un Sénégal réconcilié avec lui-même, d'un Sénégal où aucun de ses fils, aucune de ses filles n'est laissée au bord de la route. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est qu'un Sénégal avec une économie diversifiée, qui est adossée au capital, j'allais même dire à l'énorme capital minier, capital des hydrocarbures, mais également capital humain que nous avons dans notre pays. Oui, j'ai annoncé de manière très claire l'industrialisation très forte que j'imprimerai à ce pays. C'est le raffinage industriel de l'or de Sabadola,
c'est le raffinage du fer des Falémé, c'est l'agriculture pour aménager 200 000 hectares pour notre souveraineté en riz, mais également notre souveraineté en huile. Donc tout ça, je l'ai annoncé dans un programme très clair, que pour ces 5 ans, que le Sénégal puisse justement franchir des étapes majeures. Et je le ferai avec qui? Je le ferai avec la jeunesse de mon pays, qui, j'ai dit tout à l'heure, qui sera armée des valeurs sénégalaises, qui sera armée de la haute compétence. C'est pourquoi l'école sénégalaise justement sera alignée sur les besoins de notre économie, mais aussi nos besoins en citoyenneté, et également avec cette jeunesse qui a de l'ambition, parce que la jeunesse sénégalaise elle a beaucoup de compétences. Et naturellement, donc, je suis extrêmement confiant à l'issue donc, de cette élection, mais aussi à la capacité de notre pays de relever ces défis. Alors maintenant, dans le sud du Sénégal, la localité de Djimende, dans le département de Bignona, étouffe du fait des nombreuses difficultés que vivent les populations, faute de services sociaux de base. Ce village de la commune de Djegoun est totalement oublié et ne dispose ni d'eau potable ni de poste de santé. Reportage Lamine Ba, Lamine Manchang. Situé au cœur du Blouf, Djimende est un village qui a une grande tradition historique, mais totalement dépourvu de services sociaux de base. La localité est particulièrement enclavée et ne dispose pas de réseau de distribution d'eau, encore moins de services de télécommunication. Quand je prends l'exemple de l'eau, donc le village manque de l'eau potable. Donc il y a un château d'eau qu'on a construit il y a de cela quelques années, mais il n'est pas fonctionnel. Et jusque-là, nous utilisons l'eau de pluie qui n'est pas une eau propre à la consommation. Il n'y a pas de route bitumée. Entre nous et les autres villages, ça fait des kilomètres. Donc si nous pouvons avoir une route bitumée ou bien une route qu'on a mis des pavés, je pense que cela peut faciliter également même le transport de Jakarta pour évacuer nos malades. Mais aussi, ça peut permettre au village de s'ouvrir largement à d'autres postes de santé ou bien à d'autres infrastructures de l'État. Dans cette localité, les femmes enceintes sont obligées de faire des kilomètres à bord de charrettes ou de motos communément appelées Jakarta pour voir un technicien de santé, ce qui n'est pas sans conséquence. Nous sommes au niveau 1 de la santé, à savoir la case de santé. Nous demandons l'État, par le ministre de la Santé, de nous construire ou bien de nous envoyer un personnel qualifié comme un ICP ou bien une sage-femme. Mais en cas de maladie, nous sommes obligés peut-être d'emprunter des Jakarta pour évacuer nos malades vers Djegoun. Les populations de Djimende ont mis à profit la cérémonie officielle du Blouf qui regroupe toutes les organisations fêtières de la zone pour plaider une plus grande attention des autorités aux problèmes de la localité. C'est un plaidoyer que nous lançons à l'endroit de l'autorité centrale pour que rapidement cette question en tout cas soit résolue. Entre autres problèmes, nous avons le problème de l'eau qui est un réel problème puisque le château d'eau dont les images ont été montrées un peu partout, a été réalisé il y a de cela 3 ans. Il manque le réseau, puisqu'il est bon de construire un forage, mais pour la distribution de l'eau au niveau des foyers, il faut un réseau. Ce réseau n'est pas fait. Djimende, qui accueille les festivités du Blouf cette année, abrite plusieurs réflexions sur les stratégies endogènes de prise en charge de certaines préoccupations qui sont à la portée des communautés. Merci Lamine. Alors maintenant à Fatick où le Symbiome, communément appelé Yet au Sénégal, un fruit de mer qui s'invite au quotidien dans nos assiettes, sa transformation et sa commercialisation un peu négligée alors que à Differ, ce mollusque vient après le poisson dans les débarquements. Reportage Aminata Goudjabi, Abdou Karim Bey. Sur le quai de Differ, des pêcheurs exposent à même le sol du Symbiome frais. La commercialisation de ce fruit de mer communément appelé yet au Sénégal marche bien à Differ. À Differ, chaque année, ce sont des tonnes importantes de Symbiome qui sont débarquées et vendues à des commerçants venus de différentes localités du Sénégal. À part vraiment les poissons, parmi les mollusques, donc vraiment c'est l'espèce qui domine. Les acteurs sont engagés. Vraiment la quantité qui est débarquée sur vraiment le territoire du poste de contrôle des pêches de Differ en matière de Symbiome vraiment est important. Ce mollusque qui fait vivre des dizaines de familles de ce village de pêcheurs doit être préservé et mieux protégé. Une campagne de collecte des Symbiomes immatures pour les retourner en mer a été
été lancé il y a 2 ans dans cette localité. Le résultat obtenu est satisfaisant. Et le Symbiome, il occupait la majeure partie du temps des femmes transformatrices dans l'activité de transformation du produit. Et comme aujourd'hui c'est une espèce qui commence à décliner au niveau du tonnage débarqué, nous nous sommes dit qu'il faut réhabiliter cette activité qui a été une fois menée en 2004, de prendre les bébés Symbiome pour les ramener en mer. On l'a fait, nous avons pu relâcher jusqu'aux environs de 79 000 bébés Symbiome. C'est pour une régénération et une pérennisation de la ressource. Le tonnage qu'ils ont eu cette année par rapport à la dernière a connu une certaine évolution. On a sensibilisé sur tout le territoire communal, du faire jusqu'à Palmarin, pour leur dire que vraiment c'est une initiative qui est vraiment accessible. Quand les gens débarquent quand même l'espèce, le Symbiome, au parage, on voit vraiment les bébés, on les ramasse vraiment sans grande charge maintenant pour les retourner en mer. Donc c'est une initiative vraiment que nous pensons que ça peut durer dans la zone. Cette même activité a été déroulée sur 4 autres zones de pêche du Sénégal et ce programme est soutenu par le projet de renforcement de capacité sur la gestion des pêcheries en Afrique de l'Ouest, COPAO. Merci Aminata, l'IET très stratégique dans le Sopukandia, merci beaucoup. Dans l'actualité sportive, football mondial des malentendants, les Lions en demi-finale après avoir battu les Américains. Le Sénégal se hisse ainsi dans le carré d'as. Retour sur ce parcours si brillant avec Mamadou Ndiaye. 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 10 buts marqués, 2 buts encaissés. Les Lions malentendants font une bonne Coupe du Monde en Malaisie. Les champions d'Afrique en titre ont battu l'Argentine, la Thaïlande, l'Arabie Saoudite et font match nul devant l'Ukraine, 2 buts partout. Les protégés de Souleymane Fomba ont ensuite battu les États-Unis en quart de finale grâce à un but de Mohamed Ndiaye et assurent une qualification historique dans le carré d'as. Les Lions vont retrouver l'Ukraine pour une deuxième fois après leur première rencontre en phase de poule, soldée par un match nul, 2 buts partout. Sénégal, Ukraine, ce mercredi, un match comptant pour les demi-finales du mondial en Malaisie. Parcours brillant, mais on attend la coupe à la maison. Merci beaucoup Mamadou. En sport toujours, le secrétaire exécutif de la Fédération internationale de golf sera au Sénégal à partir du 4 octobre prochain. Une visite de travail à Saly dans le cadre des préparatifs des JOJ 2026. Suivons Cher Sadibou Diarra et Amadouba qui ont recueilli l'avis de Youhamidou Wan, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de golf. On a entamé déjà les chantiers de formation des jeunes. Ils ont commencé à se former ici au niveau du Méridien. Et on est en train on agit en toute synergie et toute symbiose avec le club. Nous avons les gosses qui viennent ici. Nous organisons aussi des stages de golf à Saly et au Cap Skirring. Parce que nous avons une école au Cap Skirring, nous avons aussi une école de golf à Saly. Et les gosses régulièrement, disons une fois pendant les vacances scolaires, il y a 15 jours de cela, ils étaient à Saly pour un stage de golf. Donc ça se passe bien et le 4 octobre du mois, on reçoit le directeur international, le secrétaire exécutif de la Fédération internationale de golf qui vient pour visiter un peu le golf de Saly parce que c'est là-bas que ça se fera la compétition. Donc le 4 octobre, on sera dans la journée avec lui à Saly pour voir les installations de golf, le golf de Saly. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec le professeur Maurice Soudjek John pour revenir sur l'actualité politique. À tout de suite.